Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose une réduction d'une intervention que Marion Michel, qui est professeure des écoles en Normandie, et moi avons proposée au mercredi de la PMEP. Je voulais l'enregistrer et puis pas de chance, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je reviens sur cette intervention assez rapidement, mais pour que vous puissiez voir ce que donnait cette activité de programmation en cycle 1 et cycle 2. Donc je vais vous présenter du coup l'activité préparatoire qu'on a appelée droite-gauche à l'activité tous en chaussettes, qui est une activité en fait de Marie Duflo-Crémer que nous avons utilisée telle qu'elle et investie en classe en niveau de cycle 1 et cycle 2. Tous les niveaux de cycle 1 et de cycle 2 avec des variations évidemment pour s'adapter aux enfants. Et puis ensuite, je vous présenterai quelques prolongements, tout ça s'intégrant complètement dans le triptyque manipuler, verbaliser, abstraire. Vous allez voir qu'on est dans la manipulation bon, avec les mains et aussi par le corps, dans la verbalisation, puisque là on va être beaucoup sur des tas d'éléments de langage, et puis on va essayer d'arriver à l'abstraction, comme d'habitude en laissant aux enfants le temps d'y arriver à leur rythme. Alors, par rapport au programme, ben, en fait, là, je vais passer très vite parce que de toute façon, on les connaît tous, hein, les programmes. Si non, dans le programme du cycle 1, il n'y a pas de souci, on trouve aussi complètement de quoi raccrocher cette activité. Ça, en gros, sont les extraits du programme de cycle 2 sur lesquels porte principalement l'activité. On est surtout sur la latéralisation, le codage, la programmation et l'utilisation de représentations de nature différentes pour représenter différents espaces, différents lieux. Alors, la jeunesse de l'activité, c'est une collègue qui m'avait demandé, en fait, lorsque j'étais référente mathématiques académiques et que je suivais des constellations, de lui inventer une activité pour des CE1 qui n'arrivaient pas, malgré tous les efforts de la collègue, à retenir, à s'approprier gauche et droite. Et ça lui posait des problèmes dans des tas de domaines en fait. Elle ne pouvait pas dérouler ses activités de PS, elle était gênée en art visuel, c'était vraiment enquiquinant pour elle. Et moi aussi, c'était très enquiquinant pour moi parce que je suis moi-même pas latéralisée et que du coup, gauche-droite, pour moi, c'est extrêmement compliqué. Alors, j'ai du coup préparé cette activité en m'appuyant sur mes propres difficultés. C'est-à-dire que puisque moi, ça me pose des problèmes, j'ai essayé de me projeter dans les difficultés que des élèves pourraient avoir. Alors, avant même de nous servir de l'activité que j'avais préparée, on commence toujours par une réactivation collective. Donc là, on est dans une classe de CP cette fois, la classe de Marion justement, qui présentait avec moi mercredi pour la PMEP. Donc moi, je me mets en phase 2 et puis je demande aux enfants d'avancer vers la droite, vers la gauche, vers l'avant ou vers l'arrière. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a un petit problème ici sur la croix qui est en fait un coup de pouce. Il y a marqué vers le haut et vers le bas. Et là maintenant, je vous dis vers l'avant et vers l'arrière. En fait, c'est parce que j'ai changé mon fusil d'épaule en 3 ans. Au départ, j'avais besoin en fait de vers le haut et vers le bas, et c'était pas très pratique parce que ça correspondait quand même pas à notre expérience. Quand on fait un pas vers l'avant, on dit pas qu'on va vers le haut. Mais il y avait enfin, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et maintenant, j'ai plus ce problème-là. Donc là, maintenant, les croix et tout ça, ça va être vers l'avant et vers l'arrière. Ça va plus être vers le haut et vers le bas. C'est pour ça que vous avez là deux langages. Donc d'abord, les enfants sont assis et ils lèvent la main gauche, la main droite, histoire juste là. Je viens de vous dire la main gauche et la main droite d'ailleurs, hein. Bref. Histoire juste d'avoir en conscience qu'il existe une gauche et une droite. On évoque le fait qu'on va bien dire la main droite, la main gauche, qu'on va pas parler de à droite 2, à gauche 2, ça va être par rapport à nous. Et puis ensuite, c'est ce que je vous disais, ils se lèvent et puis voilà, je leur dis un pas vers l'avant, un pas vers l'arrière, un pas vers la droite, un pas vers la gauche. Et on en répète, j'alterne, j'essaie de les surprendre un petit peu, on en fait pas mal. Alors, ils se trompent. Ils se trompent, c'est pas grave. En plus, moi, j'ai un mal de chien à voir s'ils ont raison. Et là aussi, le plan, c'est de leur montrer si eux le connaissent, la gauche, la droite. En général, avant-arrière, il n'y a pas de souci. Et donc, ça permet aussi qu'ensuite, ils s'approprient ou pas le petit coup de pouce avec la croix, en fait, hein. Voilà. Bon, puis c'est aussi histoire de bouger, ça leur fait du bien de se lever, ça leur fait du bien de bouger, puis moi ça m'apprend aussi à les connaître. Alors ensuite, on passe à l'activité gauche-droite.
L'activité gauche-droite, elle se présente donc sous la forme que vous voyez là, c'est-à-dire que les enfants sont deux par deux. Là, sur la photo de gauche, vous avez deux binômes d'enfants qui se font face. Ils ont chacun une feuille qui est glissée dans un porte-document. Ça permet que l'un des deux enfants puisse écrire sur le porte-document, sur le protège-document, pardon, avec un feutre, et ensuite on pourra effacer. Les deux enfants qui se font face ont des documents qui vont l'un avec l'autre. J'ai mis des petits codages en bas d'ailleurs pour savoir exactement avec lesquels ils vont pour pas me tromper quand je leur distribue. On voit sur le document de l'enfant que je vous montre ici, il y a une gommette qui est le départ, il y a une arrivée qui est la fin du chemin, et puis il y a un chemin qui est tracé en couleur. Alors je l'ai fait à la main, hein, c'est vraiment du fait maison. Et il va falloir que l'enfant décrive ce chemin-là, avec les mots vers la droite, vers la gauche, vers l'avant et vers l'arrière. Alors c'est là qu'avant, c'était pas très gênant d'avoir vers le haut et vers le bas, parce que finalement, il y avait le haut et le bas de la feuille. Voilà. Cela dit, vers l'avant et vers l'arrière, c'est quand même mieux. D'abord, ça fait plus consensueux chez les enfants. Ensuite, ça a quand même plus de sens par rapport à leur propre déplacement. Vous voyez aussi que sur ces chemins qui sont déjà tracés, j'ai mis des tampons. Alors j'ai mis des tampons à des endroits qui pour moi sont stratégiques. Sont des endroits... En fait, les enfants savent que quand ils tracent leur chemin, ils ne doivent pas passer par un tampon. Et ça, l'autre enfant, il a aussi les tampons. Évidemment, il n'a pas le chemin, lui, il a juste la gommette de départ et ses tampons. Donc si jamais il traverse un tampon, eh bien, il sait qu'il s'est trompé. Et donc ils vont pouvoir s'arrêter, recommencer ou juste reculer de quelques étapes, mais ça c'est très compliqué, pour pouvoir s'y retrouver. Donc là, vous voyez qu'il y a un enfant qui guide, l'autre qui dessine, et puis le but du jeu, et bien ensuite, c'est de sortir le tracé qui était déjà fait, que moi j'avais déjà fait, de son protège-document, et de le glisser dans le protège-document du camarade. Et vous voyez là, sur le dessin avec les tortues, que on peut voir du coup s'il y a superposition ou pas. Donc en fait, les enfants procèdent par autocorrection. Ce qui est très pratique évidemment pour nous les enseignants, et puis qui eux d'ailleurs les motive bien, parce que voilà, ils peuvent vérifier eux-mêmes, ils voient s'ils se sont trompés. En général, c'est là qu'arrivent les premiers ennuis, parce qu'ils se disputent, c'est de ta faute, c'est forcément de ta faute, c'est pas de la mienne. Et c'est là que l'enseignant arrive pour réguler, pour leur expliquer que c'est coopératif en fait. Donc on réussit ensemble ou on rate ensemble. Mais il n'y en a pas un des deux qui a tout raté et l'autre qui a tout réussi. Et c'est pour ça que c'est important aussi de s'écouter. C'est donc pas seulement une activité sur la latéralisation, c'est aussi une activité sur le fait de s'écouter les uns les autres. Elle fonctionne vraiment très bien cette activité-là. Alors j'ai 3 niveaux pour cette activité. Le premier niveau correspond ici à ce dessin avec les tortues. C'est-à-dire qu'il est assez court, le trajet, et assez simple. Sur l'autre, le niveau 2, là vous en avez un exemple, on a un trajet qui est déjà un petit peu plus long, plus tortueux. Et puis il y a un niveau 3 qui n'est pas en photo dans le diaporama, parce que là actuellement je ne l'ai pas, il est dans une école. C'est un niveau qui est vraiment beaucoup plus difficile, où les trajets se croisent eux-mêmes. Et du coup, on ne comprendrait plus rien s'il n'y avait pas des flèches dessus. Donc là, en plus, il y a une question de sens. En général, cela dit, alors moi, je n'ai jamais proposé le niveau 3 qu'en CE1, mais ça passe assez bien en CE1, une fois que le 1 et le 2 ont été faits. Voilà, dans la foulée, c'est vrai que ça va. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait cette question de haut-bas ou avant-arrière. En fait, ce questionnement-là, il est arrivé parce que haut-bas, on sentait bien que c'était pas naturel. Ça collait pas très très bien, mais à l'époque, sur Scratch, on avait s'orienter à, alors 90, mais 90 à l'école, vu que c'est des degrés, il n'est pas question de l'évoquer. Et donc on avait à droite, à gauche, vers le haut et vers le bas. Et c'est pour ça que j'avais choisi vers le haut et vers le bas à l'époque. C'était que j'espérais emmener les élèves vers Scratch Junior ou Scratch. Et à l'époque, du coup, je m'étais fiée à Scratch avec vers le haut et vers le bas. J'en ai plus besoin maintenant, parce que dans la version que j'ai maintenant de Scratch et sur Scratch Junior, c'est la même chose. J'ai cette espèce de petite horloge. On attrape en fait ce curseur et hop, on le fait bouger. Ce qui fait qu'en fait, on voit tout de suite où on veut emmener et il n'y a plus le souci. Alors à la suite de ça, c'est l'activité que nous avons baptisée Tous en chaussettes. C'est une activité qui est complètement, intégralement de Marie Duflo-Crémer,
qui est maîtresse de conférences en informatique en Lorraine et qui propose des activités absolument géniales à partir du cycle 1. Donc je vous ai mis le lien de son site. Vous y trouverez vraiment des pépites. Et si vous avez l'occasion d'aller voir Marie Duflo-Crémer en conférence ou en atelier, courez-y, parce que c'est vraiment très intéressant, très vivant, très interactif. Et elle est très ouverte à la réflexion, justement, vers le premier degré et vers les échanges. Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors moi justement, j'ai eu la chance de suivre un atelier de Marie Duflo-Crémer. Là, vous envoyez justement une photo, on va parler de ce drap tout à l'heure. C'était aux Journées nationales de la PMEP en 2019 à Dijon. Et là aussi, je vous encourage à aller aux Journées de la PMEP. Alors, il y a eu, je sais que beaucoup d'entre vous les avez suivis cette année en distanciel, mais si nous avons la chance l'année prochaine de pouvoir les suivre en présentiel, eh bien, j'espère que nous nous y retrouverons parce que c'est vraiment un- une excellente occasion de se former, d'échanger, de se rencontrer. Et la PMEP est complètement ouverte vers le premier degré et propose des tas d'ateliers et de conférences pour les collègues du premier degré aussi. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est aussi pour vous. Alors pour fabriquer ce drap, je vous ai mis un lien qui renvoie vers un article de mon blog que j'ai fait là-dessus. Voilà, vous avez ma fille qui a pris son petit rouleau et qui est en train de peindre la rivière sur le drap. Nous avons en fait utilisé une très très grande règle, une grande équerre, voilà, du matériel important parce qu'en fait pour pouvoir confectionner ce drap il faut quand même un grand morceau de tissu. Donc moi c'est ma belle-mère qui gentiment a cousu ensemble de vieux draps et ça nous a fourni un tissu de 4,30 m sur 3,40 m, mais bon après peu importe à vrai dire la taille que vous choisissez, par contre il faut vraiment qu'il soit grand. Nous avons choisi de quadriller tous les 30 cm, donc pour ça en fait on a pris une corde, on a fait des marques tous les 30 cm. Ensuite on a mesuré 30 cm à partir du début du drap. Et puis avec mon beau-père, ma fille et tout ça, voilà, on a tendu la corde des deux côtés, puis il y a quelqu'un qui faisait les points. Et puis on a avancé comme ça de 30 cm en 30 cm grâce à un étalon. De toute façon, au final, c'est pas super important que le drap soit hyper régulier, enfin que les points soient hyper réguliers, il faut que ce soit régulier à l'œil. Voilà, faut pas que les enfants se disent ce point-là il est bizarre, je sais pas où aller. Ça, faut que ce soit simple, mais à partir de là, il n'y a pas spécialement de soucis. Au départ, je voulais que ce soit très régulier parce que j'espérais pouvoir utiliser des petits robots dessus, du style Bibot. Mais en fait, de toute façon, le textile ne le permet pas, à cause des petits trous qui voilà, qui avancent pas très bien. Donc voilà, vous pouvez y aller tranquille, il n'y a pas vraiment de soucis. Alors voilà le drap terminé. Donc en fait, j'ai repris exactement le plan de Marie Duflo-Crémer, qui est là sur le côté de la diapo, et j'ai indiqué quelle mesure moi j'avais finalement suivi. Et puis, on a imprimé, plastifié des fleurs. Là, je vous ai mis des exemples des fleurs que moi j'ai choisies, de tailles différentes, de couleurs différentes, des feuilles et des cailloux. Et d'ailleurs, Marie propose sur le plan des emplacements pour poser les fleurs, les cailloux et les feuilles. Mais en fait, voilà, vous pouvez les mettre où vous voulez. Ça va nous servir dans la suite de l'activité. En fait, les feuilles viennent de la forêt, les fleurs, voilà, ça pousse les fleurs, hein. Et puis les cailloux, ils viennent du volcan, puisque là c'est un volcan. Alors pour l'activité, en fait, les élèves ont eu des petits programmes. Donc là, vous avez par exemple le tout premier programme. Et puis il se trouvait sur le drap. Donc sur le drap, vous avez un point de départ. Sur le plan, il se trouve ici. Et sur le drap, vous ne le voyez pas, mais il est matérialisé. Je l'ai entouré de rose. Et donc à partir de ce point de départ, eh bien, il y a un enfant qui lit le programme à un de ses camarades qui est au point de départ et qui lui dit un pas vers l'avant, un pas vers la gauche, un pas vers l'avant, un pas vers la gauche, etc. Et puis à la fin, eh ben, on voit si l'enfant est arrivé là où il faut. Alors les programmes se complexifient au fur et à mesure. Voilà par exemple au programme 5, là on a avancé vers la droite 2 fois, avancé vers l'avant 8 fois. Et le R, c'est pour ramasser, parce que là, on est censé arriver sur l'emplacement d'un objet. Le programme 6, là, on pivote, parce que tous les autres programmes, on ne tourne pas son corps. On reste dans la même position. Enfin, voilà, on pivote pas, quoi.
Donc il y a vraiment une grande variété, puis vous pouvez inventer plein de programmes. Alors je vous montre une petite vidéo qui justement, 2 petites vidéos même, retracent ces étapes-là. En haut, Vers le haut, on va dire. vers le haut, Alors regarde, toi tu dois mettre tes petits pieds, quand on dit vers le haut, tu fais hop. Voilà, super, bravo. vers la gauche, Super. Très bien, regardez comment elle fait, c'est parfait ce qu'elle fait. Elle ne se tourne pas. Elle fait juste un pas de côté vers la gauche, c'est très bien. vers le haut. Vers la gauche. Vers le haut. C'est bien, mais laisse-la faire. Vers le haut. Vers le haut. Gauche. Vers la gauche, très bien. Vers la gauche. On a fini la première ligne, vous l'avez super bien faite les filles. On va changer de petit. Devant elle, elle doit l'inventer. Tu as compris? Alors je te dis dans l'oreille. Allez-y. Tu la vois? Ok. Alors vas-y. Droit. Non, on dit pas, on dit vers. Vers le haut. Très bien. Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. Vers la gauche. Vers la gauche. La gauche. Voilà, très bien. Vers la gauche. Vers le haut. Vers la gauche. Vers la gauche. Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. Très bien. Vers la gauche. Vers la droite. Vers la droite. Vers la droite. Vers le haut. Vers le haut. Et puis vers le haut. Bravo. Tu as vu? À un moment donné, tu t'es trompé et tu ne t'es pas affolé. Tu as juste corrigé et c'est super. C'est le plus important de se corriger. Alors le bilan de l'activité, ben, il est vraiment très très positif. C'est une activité qui est vraiment super. En fait, ce qui est très impressionnant, quel que soit le niveau auquel on s'adresse, ce sont les progrès évidents des enfants qui sont extrêmement rapides. Alors évidemment, on ne va pas animer tout à fait de la même façon en petite section, en grande section ou en CE1. Pour ma part, je l'ai animé dans tous les niveaux de la petite section au CE2. Et ça s'est toujours bien passé. Alors par contre, pour les tout petits et puis pour les élèves pas encore latéralisés, on prévoit des affichages. Un affichage, moi j'ai rose et vert, donc en rose écrit par exemple droite et en vert gauche, et puis des petits bracelets au poignet, pour que si jamais un des deux enfants est vraiment en difficulté ou n'a pas connaissance de la latéralisation, eh ben, il puisse faire autrement. Le but c'est aussi évidemment de leur montrer qu'il faut être complètement explicite, parce que sinon, voilà, on ne s'y retrouve pas. Côté formation, c'est une activité que j'ai trouvée très très intéressante parce qu'elle m'a permis de comprendre les difficultés des enfants en la matière et de pouvoir faire le tri entre les difficultés de vocabulaire, les difficultés de latéralisation, les difficultés de concentration. Et je continue à l'adapter en fonction des enseignants que je rencontre. Mais en tout cas, je trouve vraiment que c'est une ressource formidable, parce que ça apporte énormément de choses à tout le monde, aux enfants et aux adultes. Alors par contre, moi j'ai un drap comme celui-là, j'ai un autre drap avec un autre jeu que je vous montrerai en prolongement, ça signifie que il faut tourner en atelier. Donc c'est mieux si on est au moins 2 adultes, quoi. Parce que là, on va avoir besoin quand même au début de réguler. Vous avez vu dans l'activité, je suis quand même obligée d'intervenir régulièrement, soit pour encourager, soit pour corriger. Alors, côté prolongement. Premier prolongement, des petits robots, alors des Bee-Bots, des Blue-Bots, des Ozobots, ce que vous voulez bots, ou pas bots d'ailleurs, mais en tout cas, évidemment que ce type d'activité mène directement vers l'utilisation de ces robots. Alors en général, des petits robots comme cela, il y en a quelques-uns en circo, il y en a aussi à canopée qu'on peut emprunter.
Donc, alors, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'ils sont souvent pris d'assaut, mais il y a sans doute moyen que vous arriviez à trouver des robots. Pour pouvoir les utiliser, il faut un quadrillage. Donc là, voilà, un dimanche soir, on avait fait notre quadrillage à la maison, avec là pour les bibottes des carrés de 15 cm. Et bah, vous allez pouvoir réinvestir plein de choses. Vous allez pouvoir réinvestir tous les programmes, par exemple, qu'on a vus. J'ai oublié quelque chose d'ailleurs, c'est que l'étape d'après, avec les programmes, c'est que, et là on va pouvoir le faire avec les robots, vous donnez donc un objectif, comme on voyait dans la deuxième vidéo, à un enfant, et il va devoir écrire le programme pour le dire à l'enfant, pour le valider. Ça, c'est tout à fait ce qu'on va faire avec les robots. C'est-à-dire que là, on est vraiment passé d'une étape dans la modélisation, parce que on n'est plus seulement sur la représentation, je lis le programme, toi tu avances, et puis on vérifie. Là, cette fois, j'ai un objectif, j'écris mon programme. Alors moi, quand je le mets en place en classe, il y a un troisième élève qui régule. C'est-à-dire que lui, en fait, il lit le programme que l'élève a écrit. Donc il y en a un qui écrit le programme, il y en a un qui le lit, il y en a un qui avance. Et puis il faut que tout le monde réussisse à accomplir la tâche. Et donc évidemment, bah, ça va très très bien marcher avec les robots. Le truc avec les robots, c'est que le programme, il se fait en entier au début. Avec l'enfant sur le drap, on va pas lui dire dès le début vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Sinon, bon, bah, il est perdu. Alors que le robot, on rentre tout le programme au départ. Il faut donc avoir anticipé. Ce qui est aussi évidemment lié à la modélisation. Alors là, justement, bah, vous avez des enfants avec une Bluebot et puis avec une Bibot dans des niveaux différents. Là, on a des grandes sections et puis des CP. Ma collègue Marion, dans sa classe, elle a fait le coin des robots. Elle a pris une table et avec du scotch à protéger les vitres quand on peint, le tour des fenêtres, elle a justement représenté ces carrés de 15 cm de côté. Je lui ai piqué son idée, moi, je sais plus si je l'ai mis, non, je l'ai pas mis. Je lui ai piqué son idée pour me faire une table de programmation aussi. Alors moi, je l'ai fait avec du feutre indélébile. Et puis rien ne vous empêche après, justement, de poser des objets ou des décors sur votre table pour pouvoir créer des programmes et des déplacements. Là, ma collègue Marion, justement, elle avait fait tout un projet l'année dernière. Malheureusement, elle n'a pas pu aller au bout puisqu'il y a eu le confinement, mais elle faisait partie d'un rallye de programmation. Et elle avait déployé un projet absolument extra, et d'ailleurs les enfants en ont quand même bien profité, où il était question en fait de dessiner des tables de programmation, mais en lien avec une histoire. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire, le personnage central c'était le petit robot, et donc il y avait le travail d'écriture, d'invention et d'écriture, il y avait le travail d'art visuel avec la production du tapis, et il y avait le travail mathématique avec la programmation du robot. Et tout ça, donc, était complètement relié. Le robot, il allait effectuer un déplacement qui allait permettre qu'on raconte en même temps l'histoire qui se déroulait sous nos yeux. Alors, pour faire ça, et pour aider les enfants à anticiper, elle avait imprimé des flèches comme celle-là, pour justement que les enfants puissent poser leurs flèches, faire des essais dans leur tête avant d'utiliser le robot, confronter leur point de vue et avoir un programme, construire leur programme, non pas par tâtonnement, c'est-à-dire que je mets mes flèches et puis j'essaie avec le robot et je vois ce que ça donne, mais vraiment en réfléchissant et en confrontant les idées. Alors voilà un de ces tapis, donc voilà, c'était absolument super. Elle a fait ça en classe de grande section CP. Et là, donc, il y a toute une histoire qui va avec. Donc, ça peut être un beau projet, ça, à mener, qui vous permet de travailler en interdisciplinarité et puis de mobiliser aussi des mathématiques, et vraiment des mathématiques. Hein, parce que là, dans tout ce qui est repérage, codage, déplacement, programmation, et puis dans ce fameux triptyque, manipuler, verbaliser, abstraire, on est en plein dans l'exercice mathématique. Autre prolongement possible, l'algorithme de tri. Là aussi, c'est une activité de Marie Duflo-Crémer et j'ai mis le plan qu'elle a utilisé, j'ai mis mes mesures par-dessus. Alors là, en fait, on met des enfants sur les cases D comme départ et il faut qu'ils arrivent sur les cases arrivée avec le A. Et donc là, vous avez deux enfants, ils sont 2 par 2 en fait, puisque vous voyez, quand ils vont se déplacer, ils vont suivre les flèches. Donc là, 2 enfants vont se retrouver dans le disque. Et ils vont avoir en fait au départ des petites cartes qui auront été mélangées. Sur ces cartes, il peut y avoir des nombres en écriture
indo-arabe, il peut y avoir des constellations, oui. Il peut y avoir des polygones dont on va compter les sommets, il peut y avoir des petits bonshommes, on va s'intéresser à leur hauteur. Là, ça peut être rigolo parce que si vous avez deux cartons de la même taille et que vous faites un petit bonhomme collé tout en haut, puis un plus grand bonhomme mais qui démarre du bas, vous allez voir que les enfants ils se posent des questions parce qu'en fait ils associent au départ quand ils sont petits la hauteur avec là où touche la tête du bonhomme en fait, donc c'est intéressant. Mais on peut aussi utiliser ce drap avec des mots à trier dans l'ordre alphabétique, par exemple. Ou bien en SVT, on avait fait ça avec la mitose, les différentes étapes de la mitose. Alors on est au lycée, hein, où il fallait les reclasser. Vous pouvez faire ça avec plein de choses, de l'histoire, géographie, de l'anglais par exemple. Vous avez mouse, euh, hunt, enfin je parle pas très bien anglais, excuse-moi, elephant, etc. Et puis les enfants doivent les trier par animal plus grand ou plus petit. Il faut avoir défini avant ce qu'on entend par plus grand ou plus petit, mais là vous pouvez aussi faire de l'anglais. Et donc à chaque fois qu'ils se retrouvent dans un disque, ils comparent les deux petits cartons qu'ils ont. Celui qui a le plus grand part vers la droite, celui qui a le plus petit part vers la gauche ou tout droit. Et après plusieurs étapes, quand ils arrivent, eh bien ils sont censés être ordonnés. Sinon c'est qu'ils se sont trompés. C'est pas un algorithme qui est très efficace en matière de complexité, mais par contre, c'est très efficace pédagogiquement et didactiquement. Et c'est une activité qui est super riche également. Donc là, voilà, vous avez des enfants qui sont en train de comparer leurs petits cartons et puis qui se déplacent. Autre prolongement, Scratch Junior. Alors, j'ai fait une toute petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne, Scratch Junior. Donc là, je suis sur tablette. J'ai ce qu'on appelle le lutin. Et ce petit chat donc obéit au déclenchement du drapeau vert, quand moi j'appuie sur le drapeau vert, aux instructions que je lui place, qui s'attachent magnétiquement. Donc vous voyez que là, au bas, au avant-arrière, il n'y a effectivement aucun souci. Là, au bas, c'est vrai que ça a du sens, mais avant-arrière, ça pourrait en avoir aussi. Encore que c'est vrai qu'au bas, ça en a quand même plus. Mais bon. Et en tout cas, voilà, le lien est facile à faire avec Scratch Junior, qui permet d'avancer encore plus loin dans la modélisation. Voilà, alors je regarde si j'ai oublié de vous dire des choses, parce que j'avais noté les remarques de Marion dont je voulais vous parler. Ah oui, Marion, elle avait attiré notre attention sur le fait que quand on fait écrire des codes aux enfants, un des obstacles, c'est le sens de lecture. En fait, le sens de lecture n'est pas encore bien posé. Là, elle parle de ses élèves de CP. Et quand ils écrivent leurs flèches, en fait, ils mettent des flèches partout. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la première à un endroit de leur feuille ou de leur ardoise, on faisait sur ardoise, puis une autre au-dessus, puis une à côté, puis ils vont descendre, etc. Et donc, c'est pas facile à suivre. Donc ça, effectivement, il faut y faire attention pour pouvoir avoir des programmes qui soient corrects. Et puis je crois que c'est tout, que je vous dis à peu près tout. Voilà. Il y a aussi, dont j'ai pas parlé, tout ce qui est le travail de garder en mémoire. Là, dans tout ce qu'on a fait, les enfants vont devoir effectivement garder en mémoire des informations. Et évidemment, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, on est en train de leur faire travailler la concentration. Voilà, donc je vous ai fait en plus rapide l'intervention que nous avons eu le plaisir de donner pour la PMEP mercredi. Vous avez nos adresses mail si vous avez des questions, et puis vous avez aussi différents liens qui vous permettent d'aller voir tout ça. Si sur mon blog vous tapez en chaussettes par exemple, ou tous en chaussettes, vous allez trouver aussi des choses dans la rubrique programmation. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et puis à bientôt.